Je remercie les professeurs. Je vous remercie vous aussi d'être là et toutes les personnes qui sont là pour écouter ma vie d'enfant caché. Je m'appelle Betty Wieder, née Weissmark. C'est un nom juif d'origine Europe centrale. Mes parents étaient polonais. Et en 1930, ont commencé les pogroms. Est-ce que vous savez ce que c'est que des pogroms? Je ne pense pas. Je vais vous en parler. Les pogroms, c'était des atteintes aux Juifs pour les humilier, pour leur voler tout ce qu'ils avaient. Le plus gros pogrom a eu lieu en novembre 1938, où ils ont attaqué les Juifs, ils ont cassé leurs maisons, les vitres, ils ont cassé les vitres des synagogues, il y avait plein de verre par terre, et donc on appelait ça la nuit de cristal. Ça s'est passé dans la nuit de novembre 1938, et on appelait ça la nuit de cristal. Alors mes parents, en Pologne, ont compris que l'antisémitisme était flagrant, était montant, et ils ont voulu partir. Partir où? Partir en France. La France, pays des droits de l'homme, pays où coule le miel. Et donc ils sont arrivés à Paris. Et il faut que je dise quelque chose. À l'époque, la France faisait appel aux étrangers pour venir travailler. Parce que la France avait perdu beaucoup d'hommes en 1914-18, et ces hommes, c'était souvent des artisans, et ils ont fait appel à toute l'Europe pour que les artisans viennent en France pour refaire le fond des artisans. Il n'y avait plus de cordonniers, il n'y avait plus de tailleurs, il n'y avait plus beaucoup de coiffeurs. Et donc mon père était tailleur et ma mère était couturière. Donc ils ont été les bienvenus, ils sont arrivés en France, on leur a remis tout de suite des papiers français. Donc tout allait bien. Ils se sont installés à Paris. Mon père a trouvé du travail tout de suite. Et la vie était belle. Ma mère travaillait aussi. Ils étaient heureux, tout allait bien. Et un jour, mon père n'aimait pas la ville. Il avait envie d'aller à la campagne. Alors la campagne, vous allez voir le hasard. Il a pris une grande carte de France. Il a fermé les yeux. Il a fait ça. Et c'est tombé sur Périgueux. Et ils sont arrivés à Périgueux. Arrivé à Périgueux, il a loué un magasin. Ils ont travaillé. Ils sont arrivés en 1932. J'ai mon frère qui est né en 1932 à Paris. Alors en 1932, ils se sont installés à Périgueux. Ils avaient plein d'amis. C'était la vie calme à l'époque. Mon père, le soir après le travail, allait jouer à la belote. Il avait des amis, des copains, tout allait bien. Jusqu'au jour, alors il faut que je vous dise que Périgueux est une zone dite libre. C'est-à-dire que les nazis, je ne dirais pas les Allemands, parce que les Allemands, on a fait la réconciliation avec eux, et tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Les nazis avaient occupé, on va dire, je n'ai pas de carte quand je suis dans une école, je peux montrer, au-dessus d'Orléans, on va dire à peu près. Au-dessus d'Orléans, c'était la zone occupée, et nous, Périgueux, en 1942, c'était la zone libre, dite libre. Et donc, mes parents étaient bien, ils avaient donc, je vous dis, des amis, tout allait bien. Et un jour, en février 1942, je vous ai bien dit, zone dite libre, donc pas envahie par les nazis, mais il y avait Pétain, le régime de Pétain. Vous avez appris, je pense, le régime de Pétain. Et il y a le meilleur ami de mon père, qui était commissaire de police de l'époque. Je ne dirai pas son nom parce qu'il a encore des descendants. Il est venu le trouver dans son magasin et il lui a dit, voilà, Simon, on a des renseignements à te demander à la mairie. Et mon père, un ami, vous le suivez. Mon père le suit. Un quart d'heure après, il va voir ma mère, il lui dit, tu prépares une valise, Simon a été arrêté. Il a été arrêté par la police de Vichy. Donc en 1942, zone libre. Et là, il a été interné dans un camp tenu par les Français, par la France de Vichy, dans le camp du Vernet, dans l'Ariège. Il faut que vous sachiez que Vichy avait instauré des camps d'internement pour les Juifs et les non-Juifs, mais en bas, justement, dans le sud, le camp du Vernet, c'était pour les Juifs et les Espagnols, beaucoup d'Espagnols. Et donc, il faut savoir que les camps d'internement dans le sud, il y avait le Vernet, Rivesaltes, et dans le camp des Milles, et dans le nord, il y avait Baudelaire-Hollande, il y avait Compiègne, et le plus grand camp d'internement qui est connu, c'est Drancy. J'appellerai Drancy, c'est un camp de tout, où vraiment c'était le camp comment je peux expliquer, où tous les camps, après, ils arrivaient tous là-bas, et c'est de Drancy qu'ils arrivaient. C'était la plateforme tournante de la déportation. Donc mon père a été interné un an dans ce camp de Vernet. Et le lendemain,
quand ma mère s'est retrouvée toute seule, ne sachant pas où il était, parce qu'on l'a su quelques temps après, il y a un ami, alors lui un bon, qui travaille à la préfecture, il est venu voir ma mère et il lui a dit, voilà, il faut que tu partes parce que tu vas être arrêté avec tes enfants, tu vas être arrêté, tu es sur la liste. Parce qu'il faut que vous sachiez que la France de Vichy avait demandé à tous les juifs de se répertorier dans les préfectures et dans les mairies. Donc mon père était allé se répertorier dans la préfecture, il avait déclaré qui y avait dans l'appartement, donc il y avait ma mère, ma grand-mère, 2 tantes, mon frère et moi. On était 6 personnes, et mon père, bien sûr, à l'époque, et 6 personnes. Donc il était facile pour les nazis après. Ils allaient dans les préfectures, ils allaient dans les mairies, ils prenaient les listes, ils savaient où tout le monde, où tous les juifs habitaient, et ils venaient nous rafler. Donc là, ma mère dit à son ami, mais qu'est-ce que je vais faire? Où je vais? Comment je vais? Où je pars? Où est mon mari? Qu'est-ce que je fais? C'était dramatique. Et ce monsieur a dit, voilà, vous êtes assigné à résidence. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire assigné à résidence? Vous l'entendez maintenant beaucoup dans les radios, dans les médias. On a assigné à résidence un vulgaire criminel, on a assigné à résidence des violeurs, et nous, on nous a assigné à résidence comme des parias, les juifs, on était les juifs. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous la voyez là, vous le voyez là, la petite, où c'est marqué juif? Vous le voyez? Alors là, on nous avait étiqueté. Alors, elle n'était pas comme ça, il fallait la couper. Ça, c'est une vraie, hein, c'est une abattante. Il a découpé, il découpait les toiles. Il fallait la mettre sur tout vêtement. Et il ne fallait pas sortir sans ça, parce que si vous étiez contrôlé par des nazis ou par la France de Vichy, si vous n'aviez pas votre étoile, c'était tout de suite arrêté la déportation. Mais nous, à Périgueux, on ne la portait pas, parce que c'est la zone dite libre, on ne l'a jamais portée, et les enfants de moins de 5 ans ne la portaient pas, donc je ne l'ai jamais portée. Parce que je vous ai oublié de vous dire, je suis née en 1937, donc en 1942, quand mon père a été arrêté, j'avais 5 ans. Alors donc notre ami nous dit, vous êtes assigné à résidence à Négronde. Négronde, c'est un petit village sur la route de Limoges, à 23 km de Périgueux. Alors là, ma mère a loué une chambre dans une ferme. Elle avait un petit peu d'argent parce qu'ils avaient travaillé. Elle a loué une chambre dans une ferme et on est resté tranquille pendant 1 mois, tranquille entre guillemets. Alors donc, j'allais à l'école, on m'avait inscrite à l'école. Et un jour, mon institutrice me dit un matin, elle avait bien trouvé le jour de me le dire, elle me dit un matin, Betty, tu ne t'appelles plus Betty Weissmark. Vous vous rappelez, je vous ai dit, je m'appelle Weissmark. Tu t'appelles plus Weissmark, c'est un nom à connotation juive d'Europe centrale. Tu t'appelles comme moi, je suis ta maman, Betty Tasté. C'était l'institutrice. Elle me dit, tu ne dis jamais que tu t'appelles Betty Weissmark, tu ne te dis pas que tu es juive, parce que là, on pouvait m'arrêter à tout moment. Et justement, l'après-midi, je sors de l'école à 4h30, et en sortant de l'école, il y avait en bas un terre-plein. En sortant, il y a 2 nazis qui m'attendaient en uniforme, et qui m'appellent, il y en a un qui me prend dans les bras, il me dit « Comment tu t'appelles, toi ?» Et moi, je le regarde, 5 ans, hein, vous avez peut-être des petits frères, des petites cousines, cousins, cousines qui ont encore 5 ans, 5 ans, on est un bébé. Et il me dit « Comment tu t'appelles, toi ?» Et moi, je le regarde et je lui dis « Je m'appelle Betty Tasté. » Il me dit « Tu t'appelles pas Betty Tasté ?» Il me dit des noms à consonance juive d'Europe centrale, Rubenstein, Lovenstein, des noms qui paraissent, qui sont juifs. Je lui dis « Non, je m'appelle Betty Tasté. » Combien de temps ça a duré? Je ne sais pas, les enfants, mais j'ai eu la peur de ma vie. Je vais vous dire, j'ai vécu les 5 années, de toute façon, de la guerre, la peur au ventre. Mon enfance a été volée. Je n'ai pas joué avec des bébés, des poupons, des nounours. Je n'ai rien eu comme ça. C'était toujours la peur qu'on va nous arrêter. Et là, quand ils m'ont laissé de repartir, ils m'ont dit, allez, va-t'en. Je ne suis pas allée dans la rue principale pour aller retrouver ma mère qui avait loué cette pièce dans la ferme. Je suis retournée dans la cour de récréation et j'ai appelé l'institutrice « Maman ». Elle m'a prise dans ses bras et là, ils ont vu que j'étais dans les bras de la maîtresse, ils sont partis. Et là, l'institutrice me dit « Tu ne bouges pas, je te dirai quand tu pourras repartir ». Je suis restée toute l'après-midi avec elle et à 20h le soir, elle me dit « Tu peux partir maintenant, ils ne sont plus là, tu peux aller chez toi ». Donc, me voilà partie. À 5 ans, mon frère était à l'école, mais je ne voyais pas mon frère, je ne savais pas où il était. Me voilà partie dans la rue principale, une rue qui est longue, 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 on passe devant une église. J'avais peur, il faisait noir, c'était en fin février 42. J'avais peur, c'était terrible. Et je suis arrivée devant la maison, enfin devant la ferme, et je veux ouvrir la porte, il y avait mon frère. Je lui dis, où tu étais? Il me dit, j'ai eu peur, je suis allée me cacher. Je lui dis, c'est gentil, il avait 5 ans de plus que moi, il m'a laissée toute seule.
Et là, on veut ouvrir la porte de la chambre qu'on avait, la petite pièce qu'on avait. Et la porte n'était pas fermée. Il n'y avait pas ma mère, il n'y avait pas ma grand-mère, il n'y avait pas mes tantes. Alors là, je me suis mise à pleurer. Où est maman? Et là, il y a une brave femme qui habitait en face, qui était une boulangère, qui a dit, les enfants, n'ayez pas peur. Les nazis sont venus en effet arrêter votre grand-mère, votre mère et vos tantes, mais elles ont eu le temps de s'échapper. Alors s'échapper où? Il faut que je dise qu'en parallèle, ma mère avait connu un fermier qui lui avait dit, Madame Weissmarck, si vous avez besoin de quelque chose, je vais vous dire où j'habite et vous venez, on vous aidera. Et donc, il habitait, il fallait aller, il avait dit à ma mère, et ils avaient dit à nous, ils nous avaient dit, si vous voulez venir à la ferme, il faut que vous alliez jusqu'à la gare, vous allez prendre la voie ferrée sur 2 kilomètres jusqu'à un transformateur d'électricité. Et là, à gauche, vous prenez un petit chemin, 500 mètres après, vous trouverez notre ferme. Et là, on vous cachera, ne vous inquiétez pas. Et là, ma mère, ma grand-mère et mes tantes ont eu le temps de partir en effet chez ce monsieur et madame Basse-Baillon. C'est des gens qui nous ont sauvés. Donc, rentrant de la boulangère me dit, vous ne bougez pas, je vous regarde encore un petit peu et après vous partirez. Imaginez-vous qu'à 10h du soir, en février, il fait noir. Hein. Il n'y avait pas de changement d'horaire, mais il faisait noir. Hein. Et donc, nous voilà partis avec mon frère, le long de la voie ferrée. Et nous, on commence à marcher le long de la voie ferrée pour aller chez monsieur et madame Basse-Baillon, parce qu'on savait très bien comment il fallait faire. Mais imaginez-vous que ce soir-là, il y a les anciens combattants qui ont les résistants, ce qu'on appelait les résistants, ont fait sauter un train sanitaire allemand. Et là, il y avait du feu partout. Ils ont fait sauter le train. Je me rappelle, vous ne ferez pas aller voir un feu d'artifice. Ça sautait de tous les côtés. Il y avait des lumières. C'était à Ligueux-Négronde, il y a 5-6 kilomètres. On voyait les flammes de partout, la peur au ventre. Je pleurais. Bon, on s'est caché, il pleuvait ce soir-là. Je me suis cachée avec mon frère dans les fougères. Et j'avais l'impression de tomber dans l'eau. Et il pleuvait, et l'eau tombait. Et le noir, et la peur, et maman, où elle est. C'était terrible, terrible. Et tout ça, mes enfants, pendant une nuit entière, parce que les nazis ont continué, sont venus chercher jusqu'à Négronde, de 4-5 kilomètres. Il y avait des dégâts. Ils sont venus voir s'il n'y avait pas des Allemands, des nazis qui étaient blessés. Et ils sont passés devant nous. On était dans les fougères, on était dans le fossé, et ils se passaient devant nous, là. Et mon frère me disait, moi je pleurais, mon frère, écoutez ça, ne pleure pas. Et pleure pas, et je pleurais, plus il faisait ça, plus je pleurais, j'avais peur. Il me dit, on va nous trouver. Enfin, ça a été l'horreur, une nuit terrible, terrible, je m'en souviens encore. Je vais vous dire, j'ai 88 ans, et le soir, je m'endors, et je vois encore ces moments-là. C'était terrible. Et donc, la nuit passée, c'est long, une nuit comme ça, il faisait froid, il pleuvait. Et on ne savait pas où était maman, on ne savait pas où était grand-mère, et qu'est-ce qu'on allait devenir. Et quand l'aube s'est levée, mon frère m'a dit, bon maintenant, il a regardé partout, il n'y avait personne, les nazis étaient partis, allez, on y va. Alors nous voilà partis, on est partis donc, suivi la voie ferrée. Jusqu'où on est allé jusqu'à la voie ferrée? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Jusqu'au transfort. Très bien, vous avez suivi, très bien. Et au transformateur, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la route à gauche. Et qu'est-ce qu'on a fait? 500 mètres pour aller jusqu'à la ferme. Alors, arrivé à la ferme, on est arrivé à la ferme. Il était, je ne sais pas, 6h ou 7h du matin, j'en sais rien. Maman, la pauvre, elle se demandait où on était passé. Et là, maman nous a retrouvés, on a retrouvé maman, ma grand-mère, mes tantes. Et ce brave monsieur et madame Basse-Baillon nous ont dit, voilà, vous avez été dénoncés, parce qu'il y avait des collaborateurs. Alors, il ne faut pas dire qu'il n'y avait que des collaborateurs, parce que nous, grâce à des justes, est-ce que vous avez entendu parler des justes? Je vous en parlerai après des justes, après la conférence. Il y avait des gens, comme monsieur et madame Basse-Baillon, qui ont aidé des juifs à se cacher sans demander de l'argent. Et ces braves gens nous ont organisé notre vie. On a été cachés pendant plus d'1 an et demi dans le grenier. Ils nous ont porté à manger ce qu'ils avaient à manger, un peu de soupe avec des légumes, un œuf de temps en temps. Et ils nous portaient une bassine d'eau le matin pour nous laver le bout du nez, le bout des fesses. On avait froid, on était dans le grenier, ils avaient laissé la porte ouverte, il y avait une cuisinière, la chaleur montait un peu. Mais enfin, j'ai eu froid, j'ai eu faim, ils me donnaient ce qu'on pouvait manger. Mais des braves, braves gens qui, au risque de leur vie, parce que si des nazis étaient arrivés et avaient su qu'il y avait des juifs qui étaient cachés dans la ferme, dans le grenier, eux, ils étaient tués et nous avec. Hein. Et donc, ça a duré 1 an et demi. Et au bout d'un moment, une de mes tantes, qui avait 18 ans,
me dit oh, j'en ai marre, je ne peux plus rester dans le grenier. Il ne fallait pas parler, il ne fallait pas rire, il ne fallait pas pleurer, parce que juste en face de la ferme, il y avait une autre ferme, et cette ferme, c'était des collaborateurs. Et si les collaborateurs avaient su qu'on était là, ils dénonçaient M. Basbaillon, et ils nous dénonçaient à nous. Donc il ne fallait rien dire. Imaginez-vous rester des journées entières à ne pas parler, à ne pas rire. On n'avait pas envie de rire de toute façon. Mais pas dire un mot, pas chanter, rien. Assis comme ça, avec la peur au ventre. Et un jour, ma tante donc dit j'en peux plus. Elle dit à ma mère, je n'en peux plus, il faut que je descende, Et la fille de M. Basbaillon, Marie-Louise, elle avait 18 ans, l'âge de ma tante. Elle dit je vais parler un peu avec Marie-Louise devant la porte. Elle descend devant la porte et là, en effet, elles se mettent à discuter toutes les deux. Et imaginez-vous qu'il y a une Alftrag, c'est une Jeep allemande, qui arrive et qui voit ma tante et la Marie-Louise, et elles lui disent en allemand « Ailleurs, ailleurs ». Alors, les Juifs d'Europe centrale, nous parlons le yiddish. Le yiddish est un patois judéo-germain, c'est-à-dire qu'on comprend l'allemand. Et alors, ma tante, elle dit à Marie-Louise, la pauvre femme paysanne, elle ne comprenait pas l'allemand, elle lui dit « Tu demandes des œufs ». Ailleurs, en allemand, veut dire des œufs. Alors l'allemand dit à ma tante, tu parles allemand, toi? Et ma tante a eu le réflexe de dire, non, j'ai appris à l'école. Imaginez-vous qu'ils avaient compris qu'elle était juive, ils montaient au grenier, toujours la même histoire, ils nous arrêtaient tous, monsieur et mme Basbaillon avec, on était tous morts. Donc là, ils sont repartis, ils sont partis, ils n'ont rien dit. Et là, monsieur et mme Basbaillon dit, là, ça commence à devenir difficile, parce qu'ils arrivent de partout. Là, ils commençaient à venir à occuper les zones libres. Alors, il faut que vous sachiez que la zone libre, elle s'arrêtait à côté de Ribérac, à Festalems. Vous voyez où ça se trouve, Ribérac? Oui? Ribérac, à peu près là, la ligne de démarcation, c'est-à-dire où s'arrêtait la ligne de la zone libre. Et là, ils commençaient, les nazis, à descendre et venir occuper les zones libres, les zones dites libres. Et là, ils commençaient à être là. Il fallait faire très, très, très attention. Et là, M. Basbaillon, on dit à ma mère, je ne peux plus vous garder, j'ai peur, pas pour moi, mais j'ai peur pour vous. Comment faire? Où aller? Alors, M. Basbaillon a dit, écoutez, j'ai encore une idée. J'ai une ferme, j'ai une cabane dans mes champs. On va essayer de vous cacher là. Alors on est resté dans la ferme à peu près, dans le grenier, un an et demi. Et dans la cabane, au moins 8 mois, 7-8 mois. Et c'était encore une fois l'hiver. Il faisait froid dans une cabane, en plein hiver, la nuit, pas de chauffage, rien. Et M. Basbaillon, le matin, il y avait 1 kilomètre à peu près pour aller jusqu'à la cabane. Il venait nous porter à boire, il venait nous porter à manger, un peu de soupe. Ils ont été des gens extraordinaires, avec un risque pour eux. Ils n'avaient pas peur. Il a dit, on n'a pas peur. On fait ce que l'on fait, qu'on aurait aimé pour nous. Et donc, ça a duré encore des mois et des mois et des mois. Eh bien, écoutez les enfants, on n'avait pas d'antibiotiques, on n'avait pas de chauffage, eh bien, on n'était pas malade, on ne se lavait pas, on n'était pas sale, on n'était pas malade. Il fallait survivre, toujours survivre. Et donc, un jour, donc bien 7-8 mois après, donc ça faisait presque 2 ans qu'on était enfermés. Monsieur Basbaillon dit, je ne peux plus vous garder, les nazis sont partout, ils avaient occupé Négronde, ils étaient partout, il faut que vous partiez. Partir où? On n'avait pas d'argent. Et partir où? Alors ma mère s'est souvenue qu'elle avait un frère, un oncle à moi, qui était prisonnier. Alors les prisonniers, ils s'étaient évadés. Les prisonniers pouvaient s'évader. Les déportés, ils ne pouvaient pas s'évader. Parce qu'il y avait des fils de fer, on en parlera après, des fils de fer barbelés partout électrifiés. Mais mon oncle s'était évadé. Et il avait écrit une lettre à ma mère. Elle avait reçu une lettre, bien avant que la zone soit occupée, où il lui disait, si tu as des problèmes, tu viens à Montesquieu-Volvestre. Montesquieu-Volvestre est un petit village à 60 km de Toulouse, au sud de Toulouse. Mais mes enfants, ma mère dit on va aller là, mais comment aller à Toulouse? Maintenant c'est facile, on a des voitures, il y a l'autoroute, il faut 3 heures pour aller à Toulouse. Mais nous, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien, pas d'argent, comment faire? Alors ma mère dit à M. Basbaillon, on ne peut pas partir. Il a dit écoutez, je vais vous donner de l'argent pour prendre vos billets, vous allez partir, je vais vous accompagner. Alors ce brave homme de Négronde, on ne pouvait pas partir, il fallait prendre un train. Et les trains des grandes lignes, il n'y avait pas de train de grande ligne à Négronde. Il fallait aller à Thiviers, qui était à 7-8 km de plus de Négronde. Et M. Basbaillon a dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous emmener à Thiviers, je vais vous emmener jusqu'au train, ne vous inquiétez pas. Donc, il nous emmène dans une carriole, tirée par des chevaux.
Et il nous met, donc les 6 personnes, on s'est couché à plat dans la carriole. Il nous a couverts avec des sacs de toile de jute où il y avait le charbon dedans. Il nous a couverts pour pas qu'on nous voit. Et là, il y avait les camions. On montait vers nous, on montait vers Thiviers. Et les camions descendaient vers Toulouse, des camions de nazis. Il y avait des camions, des camions, des camions. Ils envahissaient tout le sud. Et là, je vous dis pas la peur. On ne bougeait pas. On était là couchés. C'était terrible. Et arrivé dans